Alors Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Freytag. Alors, me présenter, c'est toujours une grande, grande question et très vaste. Je dirais que je suis une grande curieuse du potentiel humain, du mien et puis ceux des autres. Et ce potentiel, aujourd'hui, ce que j'en fais, depuis 10 ans, je suis coach et conférencière en intelligence émotionnelle. J'accompagne les dirigeants et les entrepreneurs à, à diriger leur vie, leur entreprise, leur business, leurs équipes aussi, avec de la maturité émotionnelle pour vraiment avancer plus sereinement et se libérer des trois poisons de l'esprit, l'ego, le mental et les dramas. En gros, c'est trois petits diablotins qu'on doit réinstaller dans leur siège auto pour pouvoir avancer tous ensemble. Le but, c'est pas de lutter les uns contre les autres, mais qu'eux aussi, on puisse utiliser leur plein potentiel pour avancer tous ensemble vers un objectif commun. D'accord, qu'est-ce que tu appelles la maturité émotionnelle alors? La maturité émotionnelle, c'est cette capacité de pouvoir prendre la responsabilité de nos émotions et d'agir avec, les écouter, d'oser, d'avoir le courage d'aller les regarder, parce que c'est pas toujours évident, et de savoir quoi en faire. C'est en ça que je parle de maturité. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler en fait des épreuves que tu as vécues, assez difficiles, dont tu m'as parlé avant, hein, Ouais. et comment tu les as surmontées, quel état d'esprit tu as mis en place pour surmonter tout ça? Alors, il y en a eu énormément. Euh, J'ai eu cette chance-là, je dirais, d'avoir une vie très musclée. Ça a commencé avec une enfance où j'étais dans l'insécurité, plongée dans les peurs, dans la phobie, voilà, dans plein de phobies différentes. Et j'ai eu la chance, je dis vraiment la chance, très tôt, à 23 ans, d'avoir un accident qui m'a laissée handicapée et qui m'a permis de m'ouvrir enfin, de m'ouvrir à autre chose que ce que je pensais être la médecine et ce que je pensais être le corps, l'esprit, enfin comment ça fonctionnait. Euh, Grâce à cet accident qui m'a laissé handicapée, j'ai pu découvrir la puissance de l'esprit. J'ai étudié pendant 4 ans la médecine ayurvédique qui m'a donné complètement une vision vraiment très, très, très éloignée du milieu dans lequel j'avais grandi. Et j'ai réussi à somatiser en positif, à utiliser la puissance de l'esprit pour retirer ce qu'empêche le corps de guérir. En gros, le corps, il est fait pour guérir. On se coupe, euh, la peau, elle se refait. On se casse un os, notre job, c'est de remettre l'os droit et l'os va se refaire. Et ben pour les blessures physiques et aussi intérieures, psychologiques, ben notre job, c'est d'aller retirer les petits cailloux qui empêchent que ça guérisse, quoi. Et puis, j'ai trouvé ça passionnant, je me suis jamais arrêtée. Bon, je suis une passionnée du fonctionnement de l'être humain, enfin du fonctionnement de la vie en général. Euh, voilà, j'ai continué avec 7 ans de Kriya Yoga. C'est une forme d'hypnose indienne où on va développer, enfin stimuler les prises de conscience sur les causes de la souffrance. Ensuite, j'ai fait 10 ans euh, dans une sangha tibétaine pour hmm, euh, rattraper mon mental. Je suis HPI, j'ai un mental qui part dans tous les sens. Donc, Et au potentiel intellectuel. ouais, et il y avait besoin vraiment de dompter cheval sauvage, ce potentiel intellectuel qui me faisait plus souffrir que, que m'être utile. Et en parallèle en fait de toutes ces années-là, j'ai fait une carrière chez L'Oréal. J'ai découvert à 25 ans que j'étais dyslexique. J'ai été en échec scolaire toute ma scolarité. J'ai appris couramment à lire. Donc, j'ai fait de l'orthophonie. J'ai appris couramment à lire à 30 ans grâce à ma Oui. fille. Euh, j'ai retrouvé mon rire parce que j'avais complètement cadenassé mon rire. Je suis sortie de toutes mes phobies. Je suis sortie de plein, plein de blocages. Et puis un jour, il y a eu la question de, OK, qu'est-ce que tu peux faire d'autre dans ta vie? Et là, je me suis dit, OK, je voudrais transmettre tout ça. Comme c'était des approches très, très ancestrales, j'ai voulu aussi aller regarder ce qu'ils faisaient dans des choses plus modernes.
Donc, j'ai fait un master en sophrologie caïcédienne, je me suis formée à plein de formes d'hypnose, à la CNV, à la régulation émotionnelle, enfin, plein de choses, pour pouvoir vraiment accompagner les gens efficacement dans leur blocage émotionnel. Donc toi, pour ces épreuves, quels outils t'as mis en place ou quel état d'esprit t'as eu en fait? Euh, alors, j'ai toujours eu cet esprit du débutant, de d'oser aller regarder mes croyances derrière ce qui se pouvait se cacher pour... bah, c'est de la curiosité, je crois, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est de la curiosité. Et les épreuves de la vie m'ont amené à aimer, à aimer la vie. Euh, D'où ça me vient, je ne sais pas exactement, parce que ça remonte à loin, hein. Quand j'avais 9 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Euh, bon, j'étais vraiment pas bien. Et ce qui m'a rattrapée, c'est l'amour de ma mère, en me disant, mais si je meurs, je la tue, donc je peux pas. Euh, Pareil, à 23 ans après mon accident, quand les médecins m'ont donné une carte de travailleur handicapé, j'étais chimiste, je travaillais debout. Je- je- En plus, les médecins me disaient que c'était comme ça et qu'ils pouvaient rien faire pour moi parce que c'était pas opérable. J'ai vu des tonnes de médecins, ils me disaient tous la même chose. J'ai fait une grosse dépression derrière. Hmm. Et, et ce qui m'a rattrapée, je crois que c'était l'amour de mon mari. Euh, C'était pas encore mon mari à l'époque, mais c'est ça qui m'a maintenue. Et puis une force intérieure de résilience, de dire, ils me disent non, mais j'y crois pas. Hmm. Il y a forcément quelque chose. Moi, je peux pas vivre comme ça. J'avais les nerfs à vif. J'ai eu un électrochoc euh, qui a fait fondre la gaine de myéline autour des nerfs. Et donc, j'avais les nerfs à vif. J'avais des douleurs en permanence. Et à 23 ans, vivre ça, c'est juste pas gérable, quoi. Donc, les médecins me filaient des médocs pour que je dorme 20 heures sur 24. Je dis, ouais, mais vous êtes gentil, mais non, je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc il me dit, ouais, on va rajouter du Prozac. Ouais, mais non, en fait. Mais ça va pas m'aider plus. Moi, je veux sortir de là. Je veux pas rester là-dedans. Donc, ouais, ta question de savoir l'état d'esprit, je crois que ça s'est mis en place petit à petit. Je dirais que c'est des bases, peut-être. Mon grand-père, par exemple, qui, déjà petite, me faisait admirer la beauté de la vie. On pouvait passer 1 heure à observer une feuille. Regarde comme c'est magnifique et tout. Voilà. Et je crois que c'est des choses très simples en fait qui se sont ancrées en moi. Euh, cette curiosité. Et si ça pouvait être autrement? Hmm. Voilà. Je sais pas si je réponds complètement à ta question. Si. Par contre, est-ce que tu pourrais nous parler enfin, des outils, toi, que tu utilises en fait pour améliorer le mental des gens? Euh, alors, ma porte d'entrée, c'est le rire. C'est Ouais. vraiment un outil qui est universel, qui est accessible à tous, on est tous dotés de ça. C'est facile d'accès et ça a des vertus, mais juste énormes pour la santé physique et mentale. Est-ce que tu veux que je te donne les vertus que ça a, juste le Ah oui, rire? tout à fait, Ouais, oui, voilà. oui. Donc, c'est un antidépresseur qui est naturel. Ça arrête tout ce qui est anxiété, le stress. Ça répare point par point tout ce que le stress détruit. Donc, c'est juste génial. Si tu arrives à rire autant que tu es stressé, tu n'as plus de problème de santé. Donc, le problème, c'est pas le stress, c'est de redescendre. Voilà. Ça améliore la digestion, les problèmes d'insomnie. Notre immunité, ça l'améliore. Notre forme physique, ça va faire travailler tous les muscles. Si on fait 10 minutes de fou rire, il faut tenir 10 minutes, hein, c'est pas donné à tout le monde, mais ça peut être intéressant. Ça équivaut à 30 minutes d'aviron ou 2 heures de jogging tranquille. Ouais. Donc déjà, on peut se dire, bon, c'est pas mal. Euh, Oui, ça stimule bien. Et puis, ça améliore les relations entre les gens. Il y a des études qui ont été faites quand j'ai travaillé avec le Musée de l'Homme il y a quelques années, un peu après le Covid, là. Ils ont fait une exposition sur le rire, j'ai travaillé avec eux et ils ont déterminé que ça multiplie par 30 l'effet relationnel. oui. Vous riez avec un parfait inconnu dans la rue, c'est un super pote. Vous connaissez pas son nom, mais c'est un super pote.
C'est un truc de fou. Ça crée un lien entre humains immédiat. Donc moi, j'utilise cet outil-là en entreprise pour fédérer les équipes et puis diminuer le stress. Donc tu fais rire les gens, c'est ça? Ouais, avec la rigologie, en fait, je les emmène dans une ambiance, dans des jeux qui vont aller stimuler leur rire naturel. Et puis je finis la séance avec du yoga du rire, où là, on force le rire, mais Oui. comme on l'aura déjà stimulé avant, ça passe. Ils sont déjà dans un état d'esprit. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ils sont déjà bien, bien matures. Et puis, pareil, en conférence, j'utilise le rire aussi. Dans mes accompagnements individuels, je vais inciter les gens à rire, mais pas forcément les faire rire juste en individuel. Mais oui, c'est le premier outil que je lance parce que c'est vraiment indispensable et on rit de moins en moins. C'est vraiment dommage. Euh, Oui. En 1930, donc au début du siècle dernier, on riait 30 minutes par jour en moyenne. Dans les années 2000, on était à 5 minutes et avant Covid, on était à 2 minutes. Et maintenant, c'est encore moins, mais on n'a pas refait les stats. Donc, Et c'est lié à quoi alors? on a une vie qui est plus facile physiquement, mais qui est plus stressante psychologiquement. Et je pense que les médias n'y aident pas. Depuis la Seconde Guerre, on- parce qu'il y a un effet médiatique de maintenir les gens dans la peur, hein, ça les fait consommer plus. Oui, tout à fait. C'est basique, hein, donc que ce soit les informations, les politiciens, les médias, ils jouent avec ça. Et particulièrement en France, c'est pas le cas dans tous les pays, hein. Euh, et je pense que ça crée une ambiance qui est pas top pour ça. Les informations dans les autres pays sont moins dramatiques, c'est ça? C'est 50-50. On va nous parler autant des choses bien en Allemagne, par exemple. Il y a plein de belles choses qui se passent dans le monde aussi, hein. Tout à Les fait. informations, c'est pas forcément que les choses dramatiques qui se passent, c'est aussi plein de choses. Et si on dézoome, notre société n'a jamais été aussi sécure que maintenant. Alors qu'on en fait des drames pas possibles, mais il y a encore 150 ans, les coupes-gorges, t'en sortais pas, quoi, hein. Donc, c'est une façon de voir les choses. J'avais lu un article il y a quelque temps, indien, qui disait que les Européens étaient heureux, mais qu'ils ne savaient pas. Mm. Il y a vraiment de ça, quoi. C'est qu'on a, Oui. on a tout ce qu'il faut, mais on ne sait pas s'en servir. Je m'étais amusé quand j'étais en voiture, j'écoutais les informations sur France Inter. Il y avait une information très très courte à 10 heures par exemple pendant 5 minutes. Le nombre de fois en fait qu'il y avait le mot mort, meurtre, crise économique, dépression, enfin, mais c'était un nombre incalculable de fois. Enfin, le mot mort, c'était 3, 4, 5 fois peut-être. Et en fait, c'est répété toutes les heures. Mm. Imagine l'impact de ça sur le cerveau. C'est énorme. Ah ouais. Tu conseilles, toi, de ne pas, de plus regarder les informations? Alors, je l'ai fait pendant un temps, mais ça nous déconnecte aussi de la réalité. Donc, c'est pas forcément ça. Par contre, c'est de le faire au moment opportun. C'est-à-dire de choisir les moments où vous êtes un peu en déprime, vous regardez pas les infos. Ça va être pire. Les moments où vous allez bien et vous avez cette volonté de voir ce qui se passe dans le monde, là, vous allez chercher l'information. Il n'y a pas besoin d'y passer des heures et des heures, hein. C'est court. Et de toute façon, l'information, vous l'aurez. Euh, Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je regarde plus du tout la télé. Quand il se passe quelque chose de grave dans le monde, on est au courant, hein. Par les autres, oui, tout à fait. Bah oui, c'est ça. Puis, c'est pas en avoir l'information une heure plus tard que notre vie, elle s'arrête. Enfin, Non. voilà, c'est pas dramatique. Donc, pour revenir à la rigologie, quel conseil tu donnerais aux gens pour appliquer cet outil quand ils sont tout seuls? Alors déjà, c'est définir votre forme d'humour. On a tous des humours différentes. Il y a euh, une forme d'humour qui a tendance à nous faire rire, c'est la surprise. Vous savez, quand il y a une chute qui change un peu, machin, hop, ça va nous faire rire. Donc là, c'est pas notre forme d'humour. C'est le fait qu'il y ait de la surprise qui va nous faire rire. Mais quand vous avez trouvé votre forme d'humour, vous pouvez revoir le même chose et que ça vous fasse rire à chaque fois. Moi, par exemple, j'ai un humour très basique. Vous me mettez des rires de bébé et je me marre, mais ça me fait me bidonner. Et en fait, plus vous allez mettre du rire dans votre vie, plus ça va remuscler votre capacité à aller dedans et plus ça va se mettre en place. Donc, les gens qui sont vraiment bloqués dans le rire. Moi, j'ai arrêté de rire pendant plus de 10 ans. Euh, donc là, pour le coup, il y avait vraiment un blocage profond. Donc, ce qui m'a aidé, c'est d'aller dans des clubs de rire. Il existe des clubs de rire avec la rigologie ou le yoga du rire. Il y en a partout en France.
Donc là, vous allez être baigné dans une ambiance pendant 1 heure, 1 à 2 heures. Mes séances à moi, elles durent 2 heures. Euh, Vous allez être entouré d'autres personnes qui sont là aussi pour rire. Donc voilà, la machine, elle est améliorée. Quand vous êtes tout seul chez vous, faites-vous des playlists avec votre forme d'humour. Moi, j'aime bien Florence Foresti, ça me fait Ouais, bidonner. c'est sympa. Voilà. Euh, et puis, il y a des moments où ça passe parce que j'ai trop entendu la blague et donc ça me fait plus rire. Donc, c'est varier les plaisirs. Mais vraiment avoir cette idée de je ris parce que c'est bon pour ma santé. J'en ai besoin. Je me sentirai mieux après. Et Ça ça, on vient répéter. pardon. Oui, Et ça répéter régulièrement. Enfin, je sais pas, imagine, tu écoutes des sketchs de Florence Foresti pendant une demi-heure par jour. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur l'anxiété, le stress, hein? complètement. Il n'y a pas forcément besoin de faire une demi-heure. Déjà 10 minutes. 10 minutes à rire un petit peu, même un petit rire sans forcément aller jusqu'au fou rire, hein. Ça va déjà créer des hormones de bien-être et débloquer un petit peu toutes les tensions qu'on peut avoir dans les muscles, dans le cerveau aussi, hein. Euh, il y a souvent cette idée reçue que le rire, c'est surtout en entreprise. Quand je travaille avec les codir, c'est assez, voilà, que c'est pas sérieux. Parce qu'on vient d'une société très catholique où les émotions étaient bannies. Et pour rentrer dans la norme, il fallait surtout pas montrer ses émotions. Et donc le rire, c'était autorisé que pour les ivrognes et les prostituées. Ah oui. Donc forcément, il y a un arriéré derrière qui dit que c'est pas bien. Et au final, c'est ce qui nous rend humains. Si les gens sont, enfin, si on crée du lien avec les gens, c'est par le rire et c'est par ça. Donc c'est vraiment sortir de cette croyance qu'on peut avoir que le rire, c'est pas sérieux. Au contraire, plus vous allez vivre des choses difficiles, plus le rire va devenir indispensable pour nous permettre de traverser la tempête. Parce que, en gros, le rire, ça nous permet de sortir la tête de l'eau, de respirer un bon coup et pouvoir continuer à nager. Donc, moi, je conseille ça. Vous êtes en stress, ben, riez encore plus, parce que vous en avez encore plus besoin. Et vous pouvez aussi sélectionner dans vos amis des personnes ressources. Il y a des personnes, moi personnellement, que je n'appelle pas quand je vais pas bien, parce que je sais qu'elles vont me déprimer encore plus, qui Hmm. vont te donner des mauvais conseils, qui vont ouais, nous raconter leurs problèmes aussi, enfin voilà. Et puis d'autres personnes qui sont des ressources, qui vont me redonner le sourire, qui vont me permettre de rigoler, qui vont déconner. Voilà. Donc on peut se faire des playlists comme ça aussi de personnes ressources pour nous amener dans le rire. Idéalement, c'est de voir des gens, parce qu'on est encore plus stimulé dans ces moments-là. Mais déjà, tout seul, bah, ça va être ça, ça va être de regarder des vidéos. On a la chance d'avoir accès quand même à pas mal de choses sur nos petits téléphones. Euh, et ça, moi, je sais qu'il y a eu des phases dans ma vie où j'étais très stressée et je me bloquais dans mon agenda. Je n'avais pas le choix. Il fallait impérativement que je me fasse ma dose de rire. Et voilà, je me bloquais même dans mon agenda un temps pour ça parce que je voyais que j'allais tourner en eau de boudin sinon. Ouais. Ouais, c'est vrai que je vais repratiquer. Pendant un temps, je regardais sur TikTok pendant un court temps justement des blagues comme ça et je trouvais ça assez sympa. Et aussi regarder des vidéos. Alors, je me suis forcé parfois à regarder des vidéos humoristiques. Bon, c'est pas toujours drôle, c'est un peu lourd, mais ça fait quand même du bien, je trouve, même Alors si c'est un peu lourd. moi, l'humour noir et les trucs où on se moque des autres, ça va avoir l'effet inverse sur moi. D'accord. Et je suis trop en pâte pour ça et voilà, ça va me mettre mal à l'aise. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver sa forme d'humour. Mais par contre, j'adore l'humour anglais, par exemple. Oui. C'est Mr Bean. complètement... voilà. Oui, on se moque des gens, mais avec bienveillance. Oui. Donc c'est pas la même façon de faire. C'est pas pour être méchant. Il y a un fond quand même derrière. Donc un outil formidable, puis en plus facile. Est-ce qu'on peut se forcer à rire aussi? Alors, dans le yoga du rire, l'invitation, c'est ça. Madan Kataria, qui est un médecin indien qui a inventé le yoga du rire, insiste sur le fait que le rire, qu'il soit faux ou naturel, a les mêmes vertus pour le corps. Moi, personnellement, j'aime pas trop enfin, dans mes ateliers, je force pas les gens à rire.
on est très français, on n'aime pas quand on nous force des trucs, ça fait rébellion, hors de question, voilà. Mm. Donc c'est pas génial, mais ça fonctionne. Effectivement, ça fonctionne. En conférence, j'utilise ça, où je vais inviter à utiliser la machine, à- un peu comme une salle de musculation en fait, hein. On va utiliser le diaphragme et on va le mettre en mouvement avec un premier A, un deuxième, un troisième, et puis on enchaîne les ha 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 ha. Et ça va amener du rire. C'est mécanique. Vous pouvez aller voir la chaîne de Linda Leclerc qui fait une émission au Québec. Elle a une chaîne sur TikTok et sur YouTube. Et elle enseigne ça. Elle met plein de petites vidéos pour que les gens puissent juste se marrer, quoi. Et ça fait un bien fou. Alors, le rire, c'est un de mes outils, hein. C'est le premier outil que j'utilise pour descendre dans l'intelligence émotionnelle. Après, j'en ai plein d'autres pour aller retirer ce qui nous fait souffrir. Vraiment les causes, d'aller chercher les causes de la souffrance. Mais en ayant cet état qu'on a obtenu grâce au rire, on peut y aller avec beaucoup plus de douceur et moins de stress, d'appréhension d'aller retirer nos monstres du placard. Bon, dans les faits, c'est pas des monstres, hein. C'est des petits chats qui occupe-toi de moi. Mais, mais les gens ont cette appréhension-là, très souvent. On parlait aussi d'un outil que tu utilises, enfin, sur les croyances limitantes ou plutôt sur les films catastrophes dont Les grands dramas, le tu grand parlais des show grands hollywoodien, dramas. Voilà. ouais, Ouais. je l'appelle les dramas, ouais. Est-ce Euh, que tu peux nous parler de ça? ouais, on est une société où on adore la fiction et on nourrit notre cerveau à plein de séries, plein de films et tout ça. Alors c'est chouette, hein, c'est divertissant, mais peut-être un peu trop parce que du coup, notre cerveau, bah, il est hyper musclé à se créer des grands shows hollywoodiens. Et donc, quand il nous arrive un truc comme ça, un tout petit pépin, eh ben, ça part dans un drame pas possible avec des émotions très très fortes parce qu'on est musclé à ça. Donc, moi, j'utilise le rire à cet endroit-là. On me dit, attends, hey, on va redescendre, ok, c'est rien, ok, il y a juste le Wi-Fi qui s'est coupé, bah, c'est pas grave, tu vas faire quelque chose, tu vas chercher une solution. Euh, ouais, plutôt qu'essayer de lutter contre ou de se culpabiliser parce qu'on part dans des scénarios pas possibles, c'est juste d'être un état de fait de, ok, on est dans une société qui est comme ça. Bon, bah, on va pas changer la société. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux soi-même? Plutôt que critiquer les autres et dire que c'est la faute des autres et des machins, ok. Qu'est-ce que moi je peux faire pour aller mieux? Je sais qu'il y a des dramas qui se mettent en place. Donc, il y a le rire qui permet de dédramatiser. Il y a aussi de créer d'autres scénarios. Quoi d'autre est possible? Et puis, tant qu'à faire, de partir à l'opposé du premier. Donc, souvent, le premier qui sort, c'est le pire scénario possible, hein. C'est la cata, c'est la fin du monde, je vais mourir. En gros, c'est ça. Ah, je vais mourir. Ok, d'accord. Et Oui. donc, si tu pars dans le monde des bisounours, qu'est-ce qui va se passer réellement? Ah ben on va tous se faire des câlins et on va être les meilleurs amis du monde. Voilà. Pour aller à l'extrême opposé et après pouvoir revenir à un juste équilibre. Parce qu'en gros, on se fait des montagnes comme ça de ce qui pourrait se passer. Dans la réalité, réellement, il va se passer ça. Et puis, ce qui se passe réellement, c'est un tout petit truc de rien du tout. Euh, mais voilà, c'est un des outils que je transmets dans mes accompagnements. Et mes clients, souvent, en fait, tu parlais de la peur de mourir. Dans les crises d'angoisse et l'anxiété, c'est omniprésent. C'est le scénario catastrophe final, hein. Mm. C'est j'étouffe, j'ai du mal à respirer, je vais mourir. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Alors ça, c'est quelque chose qui est universel à tous les êtres humains. Vers 5-6 ans, peut-être un poil plus, non, c'est 7-8 ans, on prend conscience qu'on va mourir. Donc tous les êtres humains passent par là. Et derrière, pour le travail avec mes clients, il se cache énormément de choses. C'est spécifique à chaque personne. Ça vient chercher à plein d'endroits différents. Mais en gros, quand il y a l'angoisse qui est là, ce qui est différent de la peur de mourir quelque part, Oui, quand il y a l'angoisse qui est là, la première chose à faire, c'est donner une information au corps de je vais pas mourir, je suis encore en vie, tout va bien. Et le meilleur moyen qu'on a, c'est la respiration. Donc dans ces cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est de vous réasseoir dans votre bassin. Parce qu'en gros, notre espace de sécurité, on l'a tous en nous, il n'est pas là, il est dans notre bassin. Donc c'est de vraiment se poser et mettre notre conscience et le poids de notre corps sur le bassin et un grand souffle. Vous savez, comme quand on s'installe dans un gros fauteuil, là.
et vous laissez la respiration monter. Et juste prendre ce temps-là, ça envoie une information. Donc, il y a une glande qui est dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui se tend quand on est en survie et qui nous bloque l'accès à notre préfrontal, qui nous permet d'analyser, de réfléchir et d'avoir accès à tout ce qu'on a appris pour rester dans les parties plus ancestrales où on a trois réactions primaires: l'attaque, la fuite et la sidération. Donc, quand on est en survie, il y a ces trois-là qui vont se mettre d'emblée en action, mais c'est complètement inadapté à plus de 95% des cas dans lesquels on est en train de traverser, ce qu'on est en train de vivre. Vous recevez, je sais pas, une contravention. Bon, bah, attaquer, ça sert à rien. Fuir, non plus, voilà. Et la sidération, c'est de faire le mort. Donc même physiquement, hein, il y a vraiment des signes qui se mettent en place. Bon, c'est sûr que c'est des réactions primaires qui se mettent en place automatiquement, qui sont géniales parce que le jour où il nous arrive vraiment une tuile, il y a un bus qui vous fonce dessus, ça vous permet de faire un saut de 5 mètres. Mais bah, dans 95% des cas, ça marche pas. Donc le fait de respirer comme ça, tranquillement, ça calme l'amygdale et on peut de nouveau avoir accès au reste des comportements qu'on sait faire. Et après, ben, forcément, vous allez pouvoir mettre en place d'autres choses. Et je dirais que derrière, il y a le mental qui va venir et qui peut être vraiment très destructeur. Si on ne sait pas apprendre à nager euh, quand c'est calme et qu'on est dans le petit bain, en pleine tempête, c'est plus compliqué. Le mental, il vient euh, nous maintenir la tête au fond de l'eau si on ne sait pas s'en servir. Il y a besoin, c'est comme une usine qui fabrique des pensées. Si on n'est pas content des pensées qui sortent à la fin, bah, ça ne sert à rien de s'en prendre à la ligne de conditionnement. Ce qu'il faut, c'est aller regarder la matière première qu'on a mis au départ. Et au départ, c'est à nous de dire, à mettre des idées en fait dans notre mental, et le mental va mouliner dessus. Le mental, c'est comme un gros GPS. C'est à nous de dire la direction. Je veux aller à Paris. Si on le laisse chercher lui-même où est-ce qu'il veut aller, ça va être compliqué. Et en plus, le mental ne fonctionne qu'avec des choses qu'il connaît déjà. Alors, soit qu'on a expérimenté personnellement, soit dont on a entendu parler. Donc, tout ce qui est nouveau, si vous voulez prendre une nouvelle route, si vous voulez innover vraiment, ça ne va pas être avec le mental que vous allez pouvoir le faire. Par contre, une fois que vous avez la nouvelle idée, vous la mettez dans votre mental et lui va calculer tout. Donc, quand vous êtes au fond de l'eau, que vous avez une angoisse, sachez que votre mental, il va pas forcément être votre allié. Parce que lui, il va vous maintenir au fond de l'eau avec des idées négatives. En gros, si l'idée que vous mettez, c'est la vie, elle est trop nulle, de toute façon, je suis une merde, lui, il va vous sortir toutes les raisons pour lesquelles vous êtes une merde, toutes les Mm. fois où vous l'avez été, et les moyens de mettre fin à vos jours. Et voilà. Donc, il va pas ça va pas être votre ami. Mais en gros, c'est l'ordre que vous lui donnez, hein. Vous lui demandez, dis-moi pourquoi je suis une merde. Voilà. Bon, c'est pas génial, génial. Donc, dans ces moments-là, ce que j'invite à faire, c'est à mettre par écrit. Donc, pas sur l'ordinateur, hein. Prenez un papier, un stylo, pour mettre de la distance par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et vous écrivez mot à mot ce qui est en train de vous raconter votre cerveau. Voilà, vos pensées, vous les écrivez. Déjà, ça va mettre de la distance, ça va vous permettre de respirer. L'étape d'après, ça va être de regarder ce qui est écrit et vous mettez un plus ou un moins pour dire si vous fait du bien ou ça vous fait pas du bien. C'est confortable, c'est pas confortable. Ça peut être des idées qui sont plutôt agréables. C'est rare, mais bon, voilà. On sait jamais. Et après, ce que vous pouvez faire, l'étape 3, ça va être de réécrire cette phrase-là dans quelque chose qui va être plus agréable pour vous. Il n'y a pas besoin de vous bullshiter, vous mentir, hein. Si vous n'avez pas du tout confiance en vous, ça ne sert à rien de dire j'ai 100% confiance en moi. Non, ça va être j'apprends chaque jour à avoir un peu plus confiance en moi. Je cherche des moyens d'avoir un peu plus confiance en moi. Et rien que ça calme, ça détend, ça fait revenir quelque chose de plus tranquille. Voilà, c'est un des outils que j'utilise pour mes clients. Vraiment pas mal, hein. Mm. Moi, j'appelle ça en fait l'optiréalisme. Quand tu dis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, va pas se dire oui, je suis super confiant, je suis génial. Non,
certes, je suis peut-être pas confiant pour l'instant, mais je suis en train d'apprendre. Et c'est un néologisme, hein, l'optiréalisme. C'est pas mal. Et puis après, on peut utiliser le corps. C'est-à-dire que Ouais. la posture, il y avait une étude qui a été faite aux États-Unis où ils ont pris plein de dépressifs et ils ont redressés. Et ils ne pouvaient Mm. plus être dépressifs. C'est un truc de fou. Donc, c'est vraiment ça, d'utiliser aussi tous les outils qu'on a. Moi, j'ai une approche vraiment holistique. Je ne vais pas regarder que la psychologie. On va regarder le sommeil, l'alimentation, le corps, le mouvement. euh, le, le- Pour moi, il n'y a pas de différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Enfin, tout ça, c'est un être humain. On est un seul être. Et donc, on peut utiliser aussi le corps pour aider l'esprit à aller mieux. Euh, La position Wonder Woman. alors, il y a la position Wonder Woman, effectivement, mais Là-dessus. celle-ci, elle n'est pas forcément facile à prendre quand vous n'allez pas bien. Vous n'avez pas envie d'y aller. C'est pas génial. D'accord. Mais quelque chose de simple d'aller marcher. Dans les enseignements, quand dans la sangha tibétaine, j'ai un lama, donc un maître, qui m'enseignait, tu as un problème, tu vas faire 1000 pas avec ton problème. Et tu reviendras, tu auras les réponses. D'aller marcher dans la nature, si possible, parce qu'on sait que de voir la nature, ça aide psychologiquement à se calmer. Euh, Il y a le cerveau par défaut qui se met aussi en marche. ouais. En fait, ce cerveau par défaut, il range les idées et il est responsable aussi de la création, en fait, Et de en la fonction créativité. de ce que vous avez comme problématique, par exemple, quand vous êtes dans le doute et que vous avez besoin d'avoir une vision long terme, allez marcher à un endroit où vous avez une vue loin. Ah, Ça c'est pas va mal, ça. aider votre cerveau à aller dans ce sens. En fait, ça montre l'exemple à votre mental qui va dire, ah ben tiens, si je peux faire ça, moi, c'est cool aussi. Voilà. Ça peut aider. Euh, Vous pouvez aussi aller dans des endroits où vous entendez les oiseaux. On a, c'est assez récent ces études-là qui ont montré que les, les forêts où il y avait le plus d'oiseaux, c'était les forêts les plus denses. Alors que les forêts où il y a plus d'oiseaux, ben la nature dépérit. Et on fait partie de la nature, notre corps aussi. Donc le fait d'entendre les chants d'oiseaux, ça a une résonance aussi et ça aide la croissance, le développement et le bien-être. Donc n'hésitez pas à les regarder, même écoutez peut-être chez vous si vous n'en avez pas, mais c'est mieux en nature. Alors, voilà. Mais c'est des choses qui aident vraiment. Alors, je voudrais aussi aborder avec toi un outil qui est formidable et que tu connais. Tu as fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Puis je mettrai en fait le lien dans la description sous la vidéo, hein. Comment te retrouver Mm. en parlant de la psychologie positive, qui est un outil que tu utilises, hein. Ouais, ouais, la psychologie positive. Alors, c'est pas un outil, c'est plein d'outils en fait. Dans la psychologie positive, ça regroupe énormément d'informations. En gros, c'est des psychologues américains qui ont décidé pendant un moment, enfin, ils ont pris conscience qu'ils ne faisaient que analyser ce qui n'allait pas chez les gens, les maladies psychiatriques, tout ça. Donc, on était très fort pour savoir si on met une ligne zéro de quelqu'un qui va normalement. On savait très bien faire du 0 à -5, donc ce qui est de la déprime, donc on a besoin des psychologues, et de -5 à -1, parce qu'on a besoin de psychiatriques. Voilà. Mais au-dessus de 0, on n'avait pas. Donc ils se sont dit, bah, ce serait bien quand même qu'on cherche et qu'on fasse des études là-dessus. Donc ils ont commencé à regarder de 0 à +5, et puis même au-dessus de +5, qu'est-ce que les gens qui sont heureux font pour aller encore mieux et pour être encore plus heureux. Et dans les recherches qui ont été faites, qui ont été reprises par beaucoup d'universités. Par exemple, euh, j'ai Oxford en tête, c'est pas du tout ça. Il y en a aussi Oxford, mais c'est pas. Bon, c'est pas grave. Je voulais le nom d'une école américaine. Stanford, non? Non, non, non. C'est pas grave, ça me reviendra, peu importe. Ils ont investi énormément d'argent sur la gratitude. De tous les outils qui sont utilisés en psychologie positive et de façon générale, les résultats sont démultipliés dès qu'il y a de la gratitude. Et ça vient aussi en lien avec des recherches en neurosciences qui ont été faites où on se rend compte que notre cœur a énormément d'impact sur le cerveau, plus que le cerveau n'a d'impact sur le cœur. Donc en gros, le cerveau est au service du cœur et pas l'inverse. D'accord. Notre cœur est... alors
alors j'ai plus les nombres exactement, je crois que c'est 100 fois plus euh, au niveau des volts, enfin voilà, il est 100 fois plus puissant que le cerveau et au niveau magnétique, il est 5000 fois plus puissant que le cerveau. Le fait de battre, c'est pas que le sang qui circule, c'est aussi une vibration qui est à l'intérieur de notre corps et qui va même au-delà de notre corps. Voilà. Donc il y a vraiment une puissance à cet endroit-là et le fait de se mettre en gratitude, ça va démultiplier ça. Donc le Comment on peut gratitude, faire alors? c'est de la reconnaissance. Être dans la reconnaissance de punaise, j'ai de la chance. En quoi j'ai une chance extraordinaire? Et notre cerveau, par euh, écologie, va retirer tout ce qui est habituel. On ne le voit plus. Tout ce qui est habituel, ça vient dans une partie inconsciente du cerveau qui est traitée ailleurs et ça a plus d'impact. Donc du coup, toutes les choses qui sont chouettes dans notre vie et qui deviennent habituelles, on finit par plus les voir. Et d'avoir conscience de ça, euh, c'est important parce que on peut réactiver ça, le maintenir. Par exemple, si je te demande pourquoi tu as une chance extraordinaire. Parce que, en fait, je suis en train de discuter avec toi, j'ai pris ce temps, je suis libre d'organiser mon temps comme je le veux. Mm. Et ça, c'est pour moi une chance extraordinaire. Avant, je travaillais, j'avais des contraintes d'horaire. Là, c'est moi-même qui fixe mes contraintes, en fait. Ok. Ah. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu as conscience régulièrement? Euh, Peut-être pas assez. Mm. Peut-être pas assez. Des fois, je me le redis. Mm. C'est Quand important. des fois j'en ai un peu marre de travailler, hein, comme tout le monde, hein, il y a des hauts et des bas. Des fois, on n'a pas envie d'aller travailler. J'essaie de me le redire. Me rappeler quand j'étais à l'hôpital avec des horaires où je faisais des week-ends sans arrêt. J'avais des contraintes horaires, me lever très très tôt. J'essaie de me le rappeler, mais peut-être pas assez souvent, tu as raison. Et en fait, on peut le faire Moi, je le conseille de le faire tous les soirs. Ah, Tous les soirs pour s'endormir avec. Parce que quand on s'endort, la dernière chose qu'on fait quand on s'endort va avoir un impact sur le cerveau beaucoup plus important. Et pendant la nuit, le corps va tout se rééquilibrer. C'est là que les cheveux poussent, c'est là que les ongles y poussent, c'est là que les cellules vont se régénérer, c'est là qu'on guérit. Enfin voilà, il y a tout ça qui s'engrane, plus la mémoire qui se met en place et tout ça. Donc la dernière chose que vous faites le soir, idéalement, c'est en lien avec la gratitude. Comme ça, vous allez vraiment plonger dans ça. Et trois choses pour lesquelles j'ai de la chance. J'ai une chance extraordinaire. Et les trucs qu'on oublie, ben, avoir de l'électricité, avoir l'eau courante chez soi, qui est chaude et froide, potable. C'est pas le cas partout, hein. D'avoir des frigos qui sont pleins, d'avoir des armoires qui sont pleins de vêtements. Alors, soit, des fois, ça nous plaît pas tout à fait, mais déjà, de pouvoir se mettre des vêtements sur le corps pour se tenir au chaud, c'est une chance extraordinaire. D'avoir le soleil qui brille, qui nourrit la terre. euh, et puis après, si on va plus loin, bah, d'être en vie. On a la chance d'avoir un corps quels que soient les trucs qui vont pas dedans, parce qu'il y a toujours des choses qu'on trouve que ça pourrait être mieux. Ok. Mais déjà, on a un corps qui nous maintient en vie. On est là, quoi. Et on peut, voilà, stimuler ça pour mettre plus de place. En gros, on va développer notre cerveau bonheur. Moi, je l'appelle comme ça. Il y a le cerveau survie. Celui-là, on est pré-câblé avec. Ok, super. Puis après, on peut développer notre cerveau bonheur. Et celui-là, il faut l'entretenir, il faut le maintenir. Et la gratitude est hyper puissante à cet endroit-là. J'ai la chance d'avoir du monde autour de moi. Ok, il y a des gens avec qui je m'entends pas trop, mais quand même, je, je- on est des animaux sociaux. On a besoin d'être entourés. Donc, vivre toute seule dans notre grotte, c'est un moyen de survivre, de se protéger. Ok, mais c'est pas un moyen d'être heureux. est-ce que tu aurais un autre outil de psychologie positive? Euh, Bah après, il y a tous les outils physiques. Euh, donc, d'aller marcher, d'aller s'entourer de personnes, de rire, ça en fait partie aussi. Euh, on
peut s'appuyer sur les 4 accords Toltec qui sont repris dans la psychologie positive, de rien prendre personnellement, de, j'ai pas les 4 en tête. Je les ai vus. Attendez. J'ai lu le bouquin il y a un petit bout de temps, mais je me rappelle plus. Ouais, je l'ai voilà. Hop, j'en ai parlé hier. Que ta parole soit impeccable. Ne fais rien, ne pas en faire une affaire personnelle. Ne pas faire de suppositions. Alors celui-là, je suis pas tout à fait d'accord parce que le cerveau va faire des suppositions. Ça, c'est normal, c'est l'être humain qui est comme ça, il fonctionne comme ça. Mais c'est pas rester bloqué sur une supposition, d'en faire plein. Vas-y, fais plein de suppositions différentes et ose poser la question pour chercher la vérité. De toujours faire de son mieux et, et d'avoir un regard différent sur notre ego. Pour, ça va avec ne rien prendre personnellement, en fait. C'est vraiment ce truc de l'ego, c'est un pote qui nous permet d'avoir une identité propre et c'est cool et des fois, il est surgonflé et il prend mal les trucs, il est un peu froissé. «Ouais, machin, il m'a manqué le respect». Bah, en fait, le respect, c'est à toi de le définir et c'est à toi de le partager. C'est pas à l'autre de devoir deviner ce qui est le respect pour toi. Donc il y a vraiment une histoire de douceur, de souplesse, d'installer à l'intérieur de soi déjà, avant de pouvoir le mettre à l'extérieur. Hem, ouais, c'est ça fait partie des outils que j'utilise. Hem, Génial. Est-ce que tu peux, en fait, est-ce que tu as quelque chose à rajouter hem, par rapport à tout ce qu'on a dit? ouais, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est, une, une compréhension de là où j'en suis. C'est que notre job à nous d'êtres humains, c'est d'offrir à notre cœur ce qui le met en joie. De réussir à tiens, qu'est-ce qui me met envie? Qu'est-ce qui me fait envie? Et de lui offrir et en retour, notre cœur, il va nous aimer à un truc comme ça. Son job à lui, c'est de nous aimer. À chaque battement de cœur, la vie, elle nous dit: «Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime» et nous, on est là à chercher de l'amour à l'extérieur alors qu'on a tout à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment cette reconnexion à: «Mais j'ai tout en moi, en fait, pour être bien. Il faut juste que je réapprenne à l'être». Il y avait aussi quelque chose dont on avait parlé, c'est l'acceptation des émotions. Ouais, et d'avoir le Est-ce que tu courage peux développer de un petit peu ça? ouais, Quelque d'avoir chose le que moi j'essaie de faire passer, c'est quelque chose qui est difficile, mais qui, une fois qu'on a en fait réussi à accepter ses émotions, qu'est-ce qu'on va mieux après? ouais. Alors ça fait très peur parce que souvent, dans l'enfance, on n'était pas encore câblés pour les gérer et ça nous faisait disjoncter. C'est comme, quand on est petit, il y a un fil électrique tout fin et on essaye de faire passer du 100 volts dedans, mais je vais griller, c'est pas possible et donc ça fait très peur, il y a beaucoup d'appréhension. Sauf qu'en grandissant, le câble, il s'est gainé, il est devenu plus fort et on peut passer du 120 sans problème dedans, mais on a gardé cette déconnexion, ce réflexe de déconnecter parce que c'est émotionnel. Alors que, bah, non, on est capable de gérer. Mais voilà, c'est une première appréhension déjà qu'on peut avoir et on peut réapprendre. En fait, il y a vraiment des moyens pour réapprendre à reconnecter à ça. Pour vivre, parce qu'on est tout à fait apte, une fois qu'on est adulte, à vivre toutes les émotions, toute l'intensité de nos émotions, surtout si on est hypersensible et qu'on les prend plein fouet et violemment, mais on est quand même câblé pour ça. Alors effectivement, ça va demander du courage. Ça demande un courage émotionnel. Hem, d'oser aller ressentir. Tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi? Alors on peut le faire par écrit comme ça met un peu de distance et c'est moins violent. Mais c'est hyper important parce que toutes les émotions sont utiles, c'est des moteurs qui nous permettent d'avancer et même la peur. Moi, je suis vraiment sur ça, ce domaine-là parce qu'on casse tellement de sucre sur ce dos. Ta pauvre peur, elle est là juste pour nous aider, pour nous mettre les doigts: «Eh ma grande, faut que tu bosses à cet endroit-là», voilà et nous, on refuse, on la nie, on la tyrannise. C'est vraiment ce truc de douceur à remettre à l'intérieur de nous. J'ai le droit de ressentir tout ce que je ressens. Nos enfants ont le droit de ressentir tout ce qu'ils ressentent.
Même si c'est disproportionné par ce qui est en train de se passer, on s'en fiche. C'est ce qu'ils ressentent. Et à partir de là, une fois que l'émotion, elle est reconnue, je crois qu'il y a vraiment ça. C'est une histoire de reconnaissance. C'est comme si le message, il était passé. Le facteur, il peut repartir. C'est bon, je t'ai donné le colis, c'est bon, je peux repartir. Et après, c'est notre job, c'est qu'est-ce que j'en fais? Mais j'ai ça, j'en fais quoi? Alors, c'est sûr que quand on n'a pas le décodeur, c'est un peu du chinois ce qu'il est en train de nous raconter. Donc, il faut s'entourer de personnes qui parlent cette langue-là couramment. Et comme ça, c'est plus facile. C'est toujours plus simple d'être accompagné. Dans ces moments-là, les premières fois, c'est quand même plus doux. Mais il y a plein de supports, hein, pour vous aider si vous voulez le faire tout seul. Prenez le temps de ressentir les choses tranquillement, pas tout à la fois. Je commençais par des sujets faciles et, et juste écrire je ressens et vous laissez la suite se mettre en place et vous verrez bien ce qu'il est en train d'écrire. En sachant que l'objectif, c'est pas d'être dans le mental qui va tourner en rond sur oui, de toute façon, parce que bon, machin, il va argumenter. Non, on n'est pas là. Vous mettez dans votre cœur, voire même dans vos tripes, parce que les émotions, c'est plus bas. Mais bon, ok, je ressens ça. Vous allez, en fait, c'est ça. Vous mettez au niveau du ventre, parce que c'est là où il y a la digestion, l'estomac, c'est tout à cet endroit-là qu'il y a les émotions, et vous écoutez depuis votre cœur. Ok. Je ressens de la colère. J'ai le droit de ressentir de la colère. Je ressens que c'est un- injuste, insupportable, intolérable. Ouais, c'est ok. Je me reconnais dans ça. Je vais pas dans la lutte, mais dans Et l'amour. c'est vraiment contre-intuitif parce qu'en fait, en reconnaissant l'émotion comme ça, en la ressentant, elle diminue d'intensité tout simplement. Ouais. C'est contre-intuitif parce que moi, je pense qu'on n'a pas appris à le faire. On nous dit, ne pleure pas, ne sois pas triste, calme ta colère, calme ta joie. Ah oui, oui. Et puis, c'est tout par la tête en plus. On essaie de gérer nos émotions avec notre tête alors qu'elle est à la ramasse. Elle est beaucoup plus lente. Moi, j'ai fait, pendant plusieurs années, j'ai fait de l'éducation émotionnelle pour les enfants de la maternelle et école primaire. Et en fait, j'illustrais notre cerveau, notre mental, avec une tortue hyper intelligente, mais qui va à la vitesse d'une tortue. Les émotions, c'est un chat. Ça griffe et ça va vite. Et on essaye avec la tortue. Oui, je vais contrôler mes émotions. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, pour toujours, ça marche pas. Alors qu'à l'intérieur de nous, on a aussi un dinosaure. C'est notre cerveau reptilien. Alors, bon, qui est à plein d'endroits différents. En fait, c'est pas un cerveau, c'est plein de. Voilà. Oui. Mais peu importe. Euh, et lui, c'est un dinosaure. Il est là depuis la nuit des temps, il sait faire, il va prendre le chat contre lui, il va lui faire un gros câlin. Le chat, il peut le mordre, il peut le griffer, m'en fout, il n'y a pas de problème. Et après, ça laisse le temps à la tortue d'arriver et de pouvoir analyser, mettre en place ce qui se passe. Et donc, utiliser notre dinosaure pour calmer nos émotions et recevoir le message. Et donc, dans les moyens d'utiliser ce dinosaure, c'est de revenir à nos instincts primaires. Boire, manger, dormir. Bon, il y a la sexualité, mais ça, je vous le déconseille pour gérer vos émotions, c'est pas génial. Euh, et, et respirer. Le cœur qui bat, bon, ça, vous n'allez pas pouvoir trop influencer dessus, mais ça va vous permettre immédiatement, si vous utilisez ne serait-ce que boire un verre d'eau quand vous avez une émotion forte, ça renvoie immédiatement l'information dans le corps de je suis encore en vie, je ne vais pas mourir. Respirer et avoir conscience qu'on est en train de respirer, ça renvoie la même chose. Vous pouvez le faire avec manger, mais je vous le déconseille parce que là, vous risquez de manger vos émotions en même temps. Voilà, il y a des trucs qui peuvent se passer qui sont moins sympas. Et ensuite, vous avez la tortue qui déboule et qui va pouvoir analyser le message. Et n'oubliez pas cette phase-là. C'est-à-dire que l'émotion, si vous la niez, si vous faites que l'exercice de calmer le truc, mais que vous ne regardez jamais le message, elle va revenir encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort. Donc vous allez faire que renforcer l'émotion si on la nie. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller regarder le message. OK?
La joie, elle est là pour célébrer. Elle est là pour... bon, déjà, c'est notre état naturel. Donc, normalement, on devrait revenir toujours dans cet état-là. En adulte, c'est plus un état... C'est pas un état euphorique, c'est un état de joie plus serein. Voilà. Euh, la tristesse, par exemple, elle est là pour nous aider à faire le deuil, pour nous aider à faire de la place à l'intérieur de nous. La colère, alors c'est un peu un fourre-tout, la colère, parce que c'est l'émotion qui est tolérée, surtout chez les hommes. Un homme a le droit de se mettre en colère. Donc, il n'a pas le droit d'être triste, il n'a pas le droit d'avoir peur, mais il a le droit de se mettre en colère. Donc, souvent, caché derrière la colère, en fait, c'est une grosse peur, une énorme tristesse, très souvent. Et puis après, il y a aussi je me fais respecter. Mais pas en mode je vais casser la figure aux autres. C'est que je vais poser la règle. Dire, OK, bah, pour moi, ça, le respect, c'est ça. Est-ce que tu es OK pour accepter qu'on continue la relation avec ça qui est respecté ou pas? Et l'autre a le droit de dire non, et dans ces cas-là, ben, voilà, il se passe ce qui doit se passer. Mais c'est à nous d'exprimer notre besoin. L'autre ne peut pas le deviner, même si ça peut tomber sous le sens pour certains, mais c'est quand même important de le communiquer. Et puis le dernier, la peur, bah, la peur, elle est là pour nous mettre le doigt sur le truc sur lequel il faut qu'on bosse. Et nier cette information-là, c'est comme si vous alliez en forêt, vous allez arriver dans une phase où il y a des orties partout. La peur, elle va vous faire ralentir, mais pas pour vous dire fais demi-tour. Non, pour dire équipe-toi, va mettre tes bottes, tu vas te faire piquer. C'est aussi simple que ça. Et nous, on en fait tout un pataquès parce qu'on ne sait pas l'écouter. Tout ce qu'on voit, c'est le côté énormissime où on se fait un gros, gros, gros truc de ce qui est en train de se passer, en sachant qu'il y a une grosse différence entre la peur et la phobie. La phobie, c'est autre chose. Il n'y a pas un message derrière. Ça veut dire juste libère-moi. Il y a un blocage émotionnel intense qui fait que le corps prend le dessus et qui a besoin d'être libéré. Et il revient régulièrement parce qu'il a besoin d'être libéré. Et là-dessus, je me base sur des études qui ont été faites par Luc Nicon. Euh, ça, ça vient de notre vie fétale ou du moment de notre naissance. On s'en fout du pourquoi. L'objectif, c'est pas d'aller analyser le pourquoi d'une phobie. Ça sert à rien. C'est de laisser la régulation émotionnelle, c'est une capacité que le corps humain il a, de laisser ressortir la peur du corps. Laisser s'exprimer, c'est vraiment primordial. Ça l'a fait diminuer. Pas l'exprimer. C'est pas Non, mettre des mots dessus. Parce qu'on n'est pas, quand on était vie fétale, on n'était pas en capacité de parler. C'est engrammé dans notre corps, dans nos cellules. Donc ça va être de ressentir, de laisser cette sensation nous traverser. Donc ça passe par le corps. Ça passe pas du tout par le non, mental ou je par voulais dire la laisser s'exprimer, en Ouais, fait, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. à l'intérieur de soi, pas Mais l'exprimer. je reprenais pour que les internautes ils puissent voilà, avoir la bonne information. Ouais, ouais mais c'est passionnant. Moi, je suis passionnée du sujet. Donc, Ouais, ouais, ouais. Et souvent, je travaille avec des gens qui souffrent de crises d'angoisse, d'anxiété. Et souvent, une fois qu'on a travaillé ça, on voit le message qu'il y a derrière. Par exemple, j'avais quelqu'un qui habitait en Belgique et qui était vendeur de vêtements de mode. Et en fait, il en avait ras-le-bol. Donc, il se, il, il sort de son travail, il a des grosses crises d'angoisse. Il ne sait pas pourquoi. On travaille là-dessus. Et après, je m'aperçois en fait que son rêve, c'est de devenir coach sportif. C'est son rêve. Et vendre des vêtements de mode, il en a marre et il développe des crises d'angoisse à cause de ça. Donc, il est devenu coach sportif, il va mieux maintenant et ses angoisses ont totalement disparu. Donc, s'il était resté en fait sur uniquement l'idée, j'ai des crises d'angoisse, c'est terrible, non, il y avait un message à écouter en fait. Souvent, je vois un message à écouter. et, en fait, souvent, c'est des conséquences. Et l'objectif, c'est d'aller regarder la cause, Hmm. d'aller chercher la cause qui est derrière. Moi, j'aime bien montrer un iceberg. Les gens viennent pour le haut de l'iceberg et nous, on va aller au fond de l'iceberg pour aller vraiment aller chercher la cause. Et quand on retire la cause, il y a des choses juste exceptionnelles qui se passent. Je me Alors, je souviens travaille pas tout de suite d'une de sur la mes clientes. cause pour les personnes parce que je sens qu'ils sont pas prêtes. On Oui, les calme les préparer, bien sûr. émotions. Et au bout d'un moment, je leur dis, mais il n'y a peut-être pas quelque chose qui va pas là dans votre vie pour que ça dure. S'ils ne Ouais. changent pas, ils auront beau calmer en fait leurs émotions, faire toutes les techniques de méditation du monde. S'ils restent vendeurs de vêtements de mode,
il sera mal toute sa vie, en fait. Lui, son rêve, c'est d'être coach sportif. Et en fait, il m'a parlé, en fait, il m'a donné des conseils pour le renforcement musculaire. J'étais bluffé. Je me suis dit, mais il a plus sa place comme vendeur de vêtements de mode. Il est vraiment coach sportif. Moi, je me souviens d'une de mes clientes qui venait me voir parce qu'elle avait des problèmes avec sa hiérarchie. Dès que elle avait un chef qui montait le ton, elle était terrifiée, elle pouvait plus rien faire. Et donc au début, on a travaillé sur ça, bon, sur sa posture de victime, machin chose, ok, d'accord. Bon, et puis petit à petit, on a été voir ce qu'il y avait au fond. Au fond, il y avait elle qui était face à son père quand elle avait 3 ans, qui avait un couteau et qui menaçait sa mère. Et elle s'est mise entre les deux. Et il a fallu retirer en fait ce blocage émotionnel, là, ce trauma, parce que du coup, dès qu'elle se retrouvait face à un homme ou une figure euh, hiérarchique, pas forcément paternelle, mais une figure D'autorité. d'autorité, voilà, chercher le terme. Une figure d'autorité, pour peu que ça haussait le ton un petit peu, elle était mais pétrifiée, parce que ça l'a ramenée en fait à ce truc-là, mais elle n'avait pas conscience, elle avait même oublié ce souvenir. Voilà, elle avait lâché tout ça. Mais forcément, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ça revient dans notre vie au moment où on est capable d'écouter le message. Tant qu'on n'est pas capable, l'inconscient, il le laisse au fond. Il dit, on va essayer de se dépatouiller avec ça. Et puis, il y a un premier signe, tous les signaux faibles qui commencent à arriver. Le corps va commencer à se faire mal. Il va commencer à avoir de la fatigue. Il va commencer à avoir voilà, plein de choses comme ça qui se mettent en place. C'est des petits signaux faibles qu'on va pas trop écouter. Et puis, elle va aller de plus en plus fort. Et puis, des fois, elle va jusqu'au burn-out pour dire, oh, tu m'as entendu là? Oui, d'accord, je t'ai entendu. Les gens qui viennent me voir avec un burn-out, qui me disent, essayez de me rendre en ma force vitale d'avant, essayez de me rendre autant performant que je l'étais. Mais je leur dis, écoutez, c'est pas possible. On va d'abord voir ce que cache le burn-out. On va déjà vous aider à vous reconstruire. Et souvent, en fait, c'est un ras-le-bol du travail dans lequel ils sont, hein, souvent, la plupart du temps. Ils ont la nécessité de changer, sinon ça va pas marcher. C'est vrai Le- qu'ils ont cette tendance on a même cette tendance à vouloir étouffer l'émotion et continuer, en fait. On l'étouffe aussi, avec le travail, hein. On l'étouffe avec l'alcool, les drogues. On peut l'étouffer avec le sport aussi. Ouais. Et les traitements. Et les Mhm. traitements. Ah ouais. Non, c'est important d'aller chercher les causes. C'est ça qui libère réellement et qui Tout à permet fait. d'avancer. Et on va pas tout gérer en une fois. Il faut y aller petit à petit, avec douceur, tranquillement. Oui, Voilà. Il n'y a pas de. On fait tous de notre mieux, du mieux qu'on est et dont on est équipé. Et, et puis, quand ça couine, ben, allez vous faire aider. Parce que vraiment, c'est dommage de oui. rester avec ce truc-là, essayer de trouver un moyen détourné pour éviter le problème. Tiens, j'ai mal à la tête, tiens, je vais prendre un Doliprane. Mais pourquoi tu as mal à la tête? Bah, parce que je rumine. Bah, pourquoi tu rumines? Bah, parce que j'ai ça comme problème. Est-ce que tu crois que le Doliprane, ça va résoudre ton problème? Non, ça me permet de continuer d'avancer. Bah oui, mais ça va pas t'aider sur le problème en lui-même, donc ça solutionnera pas le problème. Et je dis même aux gens d'arrêter à un moment donné, une fois qu'ils ont fait le tour de leurs problèmes, qu'ils ont été sur YouTube, sur les forums, d'arrêter en fait de regarder les vidéos et puis de passer à l'action. Alors, Mm. de consulter. Parce que je vois des gens qui restent, qui me font des commentaires, hein, bon, c'est sûr que ça leur apporte une petite aide, au moins une connaissance, un soulagement, mais il est temporaire. Ils me font des commentaires, ils font des commentaires et ils gardent depuis des années et ils gardent ce problème en fait. Alors qu'il suffirait de consulter. Il y a les 4 axes d'évolution. Il y a l'axe connaissance, mais en face, c'est maîtrise. C'est-à-dire Mm. que lis le livre et après vis avec pour, Mm. pour faire l'expérience de. Et l'axe horizontal, c'est libère pour pouvoir manifester quelque chose de nouveau. Il faut faire de Mm. la place. Et tu fais de la place dans ton armoire avant de mettre tes nouveaux vêtements. Et ben voilà, ben là c'est pareil, il faut que tu libères des trucs pour apporter du nouveau. Et donc si on n'est que sur l'axe connaissance, ah ouais, on va avoir un cerveau comme ça. On ne sait pas quoi en faire. Si vous avez appris dans plein de livres à piloter un avion
C'est Mm. bien, mais le jour où vous avez le manche dans les mains, c'est pas dit que vous y arriviez. Et ben c'est pareil pour les émotions, c'est pareil pour notre psychologie, c'est pareil pour tout ce qui est à l'intérieur de nous. Il y a besoin d'aller expérimenter et il n'y a rien de mieux que d'y aller. C'est comme quand vous apprenez une langue étrangère, il n'y a rien de mieux que d'aller dans le pays où il y a des gens qui parlent cette langue couramment. Et ben allez voir quelqu'un qui parle cette langue couramment. Et le langage des émotions, bah, c'est une langue comme toutes les autres quelque part. Euh, Allez voir quelqu'un qui parle cette langue-là couramment et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile d'apprendre avec lui. Mm. Tout à fait. Donc, si nous, on veut aller te voir, eh bien, je mettrai le lien, en fait, dans la description sous la vidéo, hein. Je te remercie beaucoup pour cette belle interview, hein. Merci, Et merci puis, à toi. à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. J'ai arrêté l'enregistrement. Hop.